Bonjour à tous, donc Foucault de Lozon, AFNOR, je suis délégué général de FQM et j'interviens pour cette deuxième webconférence sur le nouveau modèle EFQM qui va donc paraître fin octobre, sera dévoilé au forum d'Helsinki fin octobre par l'organisation EFQM. Et donc aujourd'hui, je vous propose de faire un point sur les résultats et les tendances de l'enquête utilisateur qui a été menée par le FQM sur l'actuel modèle EFQM, celui qui date de 2013. Alors en parallèle de ma présentation, n'hésitez pas à poser des questions sur le module questions qui se trouve en bas, normalement à droite de votre écran. Si je peux, j'y répondrai en cours de la présentation et à défaut, on essaie de garder 10 minutes pour répondre à vos questions en fin d'intervention. Alors donc l'organisation EFQM s'est donné pour mission de doter les entreprises européennes d'un outil de référence commun, qui est le modèle EFQM, qui les aide à tendre vers les pratiques visant l'excellence, à gérer des bonnes approches managériales, à entreprendre des progrès et à améliorer les performances. Et donc ce modèle a évolué plusieurs fois et sa version actuelle date de 2013. Alors, pour un petit rappel sur le cadre d'utilisation du modèle, c'est d'abord un outil d'analyse et d'évaluation qui permet de partir de les attentes de ses parties prenantes, du contexte marché, de sa stratégie pour interroger ses objectifs, ses résultats et mettre en place les approches nécessaires. C'est aussi un outil de pilotage des projets stratégiques. Après une auto-évaluation, on peut mettre en place des actions prioritaires en utilisant notamment la méthodologie et la logique radar. On peut aussi utiliser le FQM comme un outil d'accompagnement du changement, par exemple en déclinant un concept. Bien sûr, on peut se préparer à des évaluations qui permettent de se comparer et d'obtenir une situation par rapport à des résultats des autres entreprises performantes en Europe. Et puis, c'est aussi un outil de partage. Et donc, le FQM est une communauté d'entreprises qui échangent, soit au niveau européen avec le FQM, soit en France avec l'AFNOR, dans les clubs en région, par exemple avec la FQP, ou dans les clubs de benchmark que nous animons. Rapidement, les prestations EFQM, en effet, le modèle EFQM n'est pas seulement un modèle et un document. Bien sûr, il y a des documents au-delà des guides d'utilisation, des incitations à faire des évaluations, différents documents qui sont disponibles soit auprès de l'AFNOR, soit auprès de l'EFQM. Il y a aussi des formations pour connaître le modèle, bien sûr, savoir le mettre en œuvre et mettre en œuvre le changement dans son organisation ou pour devenir évaluateur. Il y a des niveaux de reconnaissance sur lesquels je vais revenir juste après. Et puis, c'est aussi, comme je vous disais, un réseau et des bonnes pratiques, avec par exemple les clubs de benchmark ou un site internet qui permet de référencer les bonnes pratiques au niveau européen, Global Excellence Index. Le parcours qui est proposé par le FQM part effectivement d'une auto-évaluation où on invite une organisation, une entreprise à identifier ses forces et ses axes de progrès. Et puis le FQM propose un parcours avec différents travaux qui sont l'identification des axes de percée et de pilotage des chantiers stratégiques et une reconnaissance adaptée, et puis ensuite d'évoluer vers une évaluation plus complète des pratiques de management et toujours d'identifier des plans de progrès et pouvoir se situer en parallèle du parcours EFQM, bien sûr, avec les reconnaissances C2E et R4E, engagés vers l'excellence et reconnus pour l'excellence. Vous pouvez, en tant qu'organisation, aussi candidater au prix soit français, soit européen, au prix qualité français et européen avec la FQP et avec le FQM. Alors, effectivement, le modèle EFQM a eu une version 2010, il a évolué avec une version 2013, et donc nous avons à venir une nouvelle version 2020. Et donc la question que nous posons aujourd'hui, c'est les données d'entrée qui sont prises en compte pour faire évaluer cette nouvelle version. Nous avions parlé des initiatives qui ont été prises par le FQM depuis déjà 2 ans sur l'évolution de ce modèle pour rester en phase avec les besoins des entreprises et des organisations aujourd'hui. Alors, lors de ce premier webinaire, nous avons évoqué ensemble les mégatrends et l'analyse qu'en a faite le FQM, notamment en termes d'impact sur les pratiques managériales et donc sur le modèle lui-même. Aujourd'hui, je vous propose d'évoquer un autre travail préparatoire complémentaire qui a précédé l'élaboration de la nouvelle version du modèle EFQM, qui est l'enquête utilisateur qui a été menée lors de l'été 2018. La révision elle-même du modèle a été lancée en 2018 également avec une équipe
qu'on appelle la Core Team, qui a été menée par Jeff Carter et qui est constituée d'une vingtaine de membres. On y retrouve pour les experts français Stéphane Verdoux. Et donc ce modèle sera dévoilé lors du forum d'Helsinki les 23 et 24 octobre. Alors revenons ensemble sur les résultats de cette enquête sur le modèle EFQM. Alors tout d'abord, quelques mots d'introduction sur l'enquête et puis ses répondants. Plus de 1200 répondants qui sont issus d'organisations très diverses à travers le monde entier. Bien sûr en Europe avec des grands pays comme l'Espagne, UK, Allemagne qui est reproduit, bien sûr aussi la France, mais aussi Middle East, Asie ou Amérique. Donc vous voyez que le panel est assez large. Les différents profils de répondants sont assez variés. Et pour ceux qui sont les plus représentés, on trouve plus de 40% des répondants qui ont des fonctions liées à la qualité ou à l'excellence ou à la gestion du changement dans les organisations, mais aussi 20% de profils de dirigeants, ceux que l'on nomme en anglais les C quelque chose, donc les C-suite, CEO, COO, CFO, CEO et ainsi de suite. Et donc, compte tenu de la durée nécessaire pour répondre à l'enquête, avec plus de 80 questions, eh ben, on peut dire que les 1200 réponses étaient d'une part un bon score et ont amené des éléments très intéressants sur la situation actuelle de l'EFQM et son utilisation, et donc de bonnes pistes pour faire évoluer le modèle. Alors, quels sont les secteurs qui ont regroupé ces participants? Ils sont très variés en fait. Je vous ai montré ceux qui sont les plus représentés, c'est-à-dire le monde de l'éducation, tout ce qui est engineering et consulting, et le secteur public. Et puis vous voyez, en termes de taille, on a des entreprises qui sont de moins de 50 employés, mais aussi jusqu'à des grandes organisations, en général multinationales, avec plus de 10 000 employés. Donc un scope assez large et assez bien réparti dans les répondants à cette enquête. Enfin, sur les aspects de statut, donc de quel genre d'entreprise viennent les répondants à l'enquête, 61% viennent du privé, avec une part non négligeable du public, et puis dans les autres, on trouve tout ce qui est des ONG, des organisations semi-gouvernementales, des partenariats publics-privés, des fondations. Dernier point sur quelles sont les activités et leur exposition internationale. 52% des répondants interviennent avec leur entreprise dans des activités soit nationales, soit locales, et 48% sont dans des activités qui sont développées au plan international ou même régional quand on parle d'un continent. Donc tout à fait intéressant. Alors sur quoi a porté cette enquête? Donc à l'été 2018, la question a été posée sur 4 grands sujets. L'appréciation des répondants sur les mégatrends que nous avons évoqués la dernière fois. Le deuxième panel de questions sur les concepts fondamentaux du modèle EFQM. Une série de questions sur le modèle d'excellence EFQM et les critères. Et puis une dernière série sur la logique radar. Alors on va reprendre ces différents sujets. L'enquête elle-même a donné lieu à une synthèse qui est assez complète. J'ai extrait des éléments, on ne va pas reprendre aujourd'hui, on n'a pas le temps, l'ensemble des réponses, mais j'ai extrait pour vous donc un certain nombre de points qui me paraissaient intéressants et que l'on va parcourir ensemble. Alors sur les mégatrends, d'abord pour rappel, pour savoir de quoi on parle, ce sont donc des forces macroéconomiques géostratégiques, donc des tendances clés qui modifient déjà notre monde actuel ou que l'on pense qu'ils vont le modifier dans les années ou les mois à venir et qui ont donc une influence à la fois sur les modèles économiques et sur les organisations et donc sur nos pratiques managériales. Alors ces mégatrends sont au nombre de 9 que nous avons détaillés lors de notre dernier webinaire. Ce sont ces tendances de fond qui vont impacter nos sociétés, nos organisations. Bien sûr, pas forcément avec la même importance ou avec la même rapidité, suivant que l'on est dans telle ou telle structure, telle ou telle région, dans tel ou tel type d'activité. Mais néanmoins, si nos organisations veulent rester sur le marché, si elles veulent s'adapter aux évolutions qui arrivent, si elles veulent continuer à rechercher la performance, ces tendances, d'une manière ou d'une autre, sont à prendre en compte. Et donc, pour la communauté EFQM, elle attend en général du modèle qu'il soit une aide et un cadre renouvelé pour accompagner les organisations vers la performance au quotidien, mais aussi pour les transformations à venir. Et donc, ces mégatrends sont une donnée d'entrée. Et le FQM a souhaité interroger les répondants avec 2 types de questions.
Première question, d'indiquer le degré qui vous semble adapté pour dire que cette tendance est une réelle mégatrend, c'est une réelle tendance clé. Et deuxième question, si vous pensez que c'est une tendance clé, indiquez le degré qui vous semble adapté pour dire que cette mégatrend a ou aura un impact important pour votre organisation. Donc sur les deux questions, les réponses se sont faites avec des critères de 1 à 4. 1 disant que on est en désaccord avec le fait que ce soit une mégatrend ou qu'elle aura un impact important, et 4 en disant que oui, c'est une mégatrend et oui, elle aura un impact important. Alors, sur le premier point, donc la mégatrend qui évoque manager la diversité démographique et sociale, ce sont des mots-clés dans cette thématique que l'on va retrouver comme l'âge de la retraite qui augmente, une plus grande plage d'âge dans l'organisation entre les jeunes et les vieilles générations, avec des valeurs et des attentes différentes, des rapports peut-être même différents dans la notion du travail, et donc un besoin de revoir l'engagement des salariés, mais aussi des nouveaux modes de relation dans l'entreprise, dans l'organisation d'espace, dans le management, dans le temps de travail, la prise en compte de nouvelles tendances comme la diversité ou la lutte contre les discriminations, et puis les attentes de nos salariés qui émergent avec la RSE. Et donc les résultats ici sont intéressants puisque vous voyez que sur la question est-ce que c'est une méga trend, clairement on a une réponse oui avec en partant du point en haut et en circulant dans le sens de la flèche. Donc peu de gens qui pensent que c'est pas du tout vrai, quelques personnes qui pensent que c'est peu vrai, et la plupart des gens qui pensent que c'est soit vrai, soit très très vrai. Et quand on pose la question effectivement si l'impact de cette mégatrend sera mineur ou majeur, là aussi on a une forte proportion de gens, en tout cas entre la moitié et trois quarts, qui indiquent que c'est plutôt une tendance qui aura un impact. Sur l'essor de la technologie et du digital, on parle de la révolution digitale, celle qui change les comportements et les attentes, autant que les outils. Soit pour nous en tant que salariés, soit en tant que consommateurs. C'est le constat qu'un grand nombre d'acteurs aujourd'hui dominants sur leur marché se sont développés il y a fort longtemps, pour certains avec des technologies peut-être qui sont complexes à mettre en œuvre. Et donc pour eux, organiser le changement face aux évolutions récentes est compliqué. C'est un enjeu complexe, alors que de nouveaux acteurs et de nouveaux métiers arrivent tous les jours dans l'ère digitale, qui sont déjà prêts au changement dans un mouvement continuel d'adaptation, et que tout ceci alimente un changement dans les comportements des clients, avec des applications connectées et autres. Et donc effectivement, ici, on a la mégatrend qui a la perception la plus forte dans l'ensemble des neuf, sur à la fois le fait que ça soit une mégatrend et sur l'impact qu'elle pourra avoir dans les organisations. Sur la troisième mégatrend qui parle d'autonomisation et d'entreprises libérées, on est ici sur la manière dont on manage les organisations qui se trouvent remises en cause avec moins de direction, moins de directives, une plus grande autonomie des équipes et des personnes, avec aussi des cadres de travail plus inspirants, besoin de plus d'authenticité, de nouvelles manières de communiquer, un esprit de communauté, et aussi, on le lit tous les jours dans les journaux, besoin de sens, besoin de raison d'être pour les organisations. Et donc, en termes d'organisation et de management, ce sont des organisations plus ouvertes, avec plus d'autonomie, à la fois dans le décisionnel et dans l'opérationnel, mais aussi dans la vision de l'entreprise, dans sa stratégie. C'est là qu'on parle d'entreprise libérée et d'équipes autonomes. Et bien sûr, l'attente des jeunes générations renforce rapidement ce point. Donc là aussi, aucun doute sur le fait que ce soit une méga trend et un impact relativement majeur tel qu'il est mentionné par les personnes qui répondent à cette enquête. Ensuite, sur Megatrends numéro 4, donc la demande accrue en compétences et effet de l'automatisation, on parle aujourd'hui du défi des compétences. Alors, défi des compétences parce que les emplois d'aujourd'hui n'existaient pas il y a 10 ans, parce que les emplois de demain peut-être n'existent pas aujourd'hui, ou en tout cas ce sont des métiers qui n'ont pas encore émergé, et donc on a des nouvelles fonctions, data manager pour les déchets, des spécialistes d'intégration homme technologie, et donc ces rôles naissent, émergent et aujourd'hui sont des réalités.
Et puis en parallèle, on trouve aussi dans nos organisations euh, des compétences plus traditionnelles, des métiers plus traditionnels qui ne trouvent pas aujourd'hui de compétences sur le marché. Et donc, couplé à la création de nouvelles fonctions, la demande de nouvelles compétences explose. Et donc ici encore, nous avons une réponse assez claire sur la réalité de cette mégatrend et sur l'impact qu'elle peut avoir pour nos organisations. La cinquième tendance clé, l'économie du partage et de la confiance. On parle d'économie du partage, d'économie collaborative, qui passe un peu de la notion de propriété que l'on avait avant vers des expériences d'utilisateurs qui sont permis par des applications, par de nouveaux modèles économiques qui permettent le partage et l'utilisation, que qu'on parle des voitures, des habitations. Tout le monde peut réaliser aujourd'hui qu'on peut faire des expériences nouvelles avec des services ou des outils sans les contraintes de la propriété. Ce sont les Blablacar, les Vélib, le Boncoin, Waze. Et bien sûr, dans cette économie collaborative, le besoin de la confiance est important. Et comme le digital accélère tout, ces solutions peuvent émerger et s'imposer très vite. Donc là aussi, on voit que c'est une tendance. Simplement, elle a l'air moins, en tout cas, c'est celle parmi les 9 tendances qui ont été étudiées et questionnées par le FQM. C'est celle qui a le score le moins haut, à la fois comme mégatrend et aussi sur le fait qu'elle soit majeure et qu'elle ait des implications majeures pour nos organisations. Alors, c'était une enquête qui date de l'été 2018. Je ne sais pas si entre-temps ça a évolué. Néanmoins, la perception ici est moins claire parmi les répondants. Sur la sixième tendance clé, qui est la raréfaction de la ressource, c'est le constat que la planète qui devient plus peuplée, plus urbanisée, plus prospère, provoque une demande en énergie, en nourriture, en eau qui est tous les jours croissante. On parle de la quantité finie des ressources qui existent ou qui sont produites par la Terre sur une année et que nous dépassons régulièrement chaque année. On parle aussi de ressources en tension ou épuisées à court terme, comme l'eau ou certains minéraux. Et donc la tendance va à l'économie, d'une part, bien sûr, et puis au recyclage par ailleurs. Donc là aussi, nous avons cette mégatrend qui est bien perçue par les répondants de l'enquête comme étant une mégatrend et comme ayant un impact sur nos organisations. La septième mégatrend ou tendance clé, qui est l'incertitude géopolitique et les besoins de localisation. Ici, c'est le constat qu'il existe des économies émergentes avec des croissances fortes qui néanmoins peuvent être aujourd'hui en récession. C'est le développement de l'Asie et en particulier de la Chine qui modifie les relations globales au niveau de la planète et des économies internationales. C'est le prix de beaucoup d'utilités, de commodités qui jouent un rôle considérable dans la stabilité économique. Et donc, il y aura besoin pour nos organisations qui sont présentes à l'international ou qui œuvront dans le champ international de se reposer sans cesse la question de comment on peut manager ces marchés et de se reposer la question des perspectives qui peut-être étaient assez stables avant et qui aujourd'hui sont remises en cause. Et bien sûr, ceci se renforce avec des notions de protectionnisme ou de nationalisme qui s'expriment ici ou là et qui se traduit en décisions politiques telles que le pratiquent aujourd'hui les USA avec Trump ou dans des scénarios comme le Brexit. En parallèle, les consommateurs qui deviennent plus avisés et conscients de l'empreinte carbone et de l'impact des emplois demandent des économies localisées qui conduisent à certaines organisations à regarder des stratégies locales pour les locaux avec des marques locales et sans doute aussi à l'avenir de plus en plus de chaînes de valeur plus courtes et plus simples que celles que l'on trouve dans certaines activités. Alors ici encore, on a une tendance clé qui est bien perçue par les répondants à l'enquête comme étant une mégatrend et qui par ailleurs devrait avoir un impact important sur nos organisations. Dernière mégatrend sur l'environnement et le changement climatique. Nous avons donc là une tendance avec... Alors attendez, je me suis perdu. Oui, on a d'abord la confrontation à des réglementations toujours plus exigeantes. Donc il y a eu des stimulus massifs par les décideurs politiques
pour soutenir telle ou telle économie, avec à chaque fois des réglementations nouvelles, pour aussi conjuguer des crises. Et donc la tendance du régulateur est de rentrer de plus en plus dans le champ des dirigeants et des conseils d'administration. Et donc pour les managers aujourd'hui, il faut dans cette méga trend faire deux choses en même temps. Tout d'abord se préparer à agir et voir influencer les nouveaux contextes réglementaires. Et puis deuxièmement, reconnaître que le secteur public aura une importance croissante pour le futur, avec peut-être des services qui étaient auparavant assurés par l'État ou qui n'étaient pas assurés, des services sociaux par exemple, qui doivent être produits par d'autres que l'État ou à moindre coût, et peut-être avec des partenariats innovants, secteur public et privé. Et puis la volonté de certaines organisations privées, des entreprises, de s'impliquer sur des sujets de société comme la formation, comme l'inclusion. Et ça, on peut aussi le voir dans les journaux. Là aussi, cette tendance est réelle et elle est plutôt considérée avec un impact important sur nos organisations. Donc la dernière tendance clé qui est l'environnement et le changement climatique, où là, j'ai pas besoin de vous repréciser tous les défis, puisque on en parle dans les journaux avec le sommet de l'ONU en ce moment. La tendance est perçue comme clé et elle aura un impact sur nos organisations. Elle s'est moins marquée que dans les autres, mais néanmoins, on en parle tous les jours. Alors la question ensuite était posée par l'enquête sur l'horizon que les entreprises considèrent comme pertinent pour elles en termes de fonctionnement, pour les cycles d'activité, pour les cycles de décision ou pour les choix stratégiques. Ici, on voit sur la réponse à la première question, par rapport aux 4 options qui étaient proposées, de l'horizon stratégique 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, que les notions de stratégie à 5 ans ou à 3 ans sont les plus notables et en tout cas les plus pratiquées par les entreprises. Et en même temps, dans la question suivante, il était demandé effectivement quelles étaient les plus grandes menaces à venir en tenant compte de cet horizon. Et donc l'incertitude géopolitique ressort comme le point principal, avec les autres qui sont l'impact de la réglementation, l'impact de l'environnement, c'est-à-dire ici pas l'impact sur l'environnement, mais le fait de la prise en compte de l'environnement qui impacte nos organisations et les décisions que nous prenons au jour le jour. Et puis les phénomènes liés à la digitalisation, donc qui sont les plus grandes menaces à venir, telles que perçues par les répondants à l'enquête EFQM. Alors si on passe au concept, ici c'est un rapide point. Est-ce que les concepts sont pertinents? Et donc 80, plus de 95% on juge les concepts toujours très pertinents, euh, avec des réponses de 3 ou 4. Les concepts sont-ils applicables à toute organisation? Non ou oui. Et donc la réponse est oui. Et donc dans les éléments qui sont questionnés sur que manquerait-il pour que ça soit applicable à tout le monde, il y a quelques réponses, mais il n'y a pas d'éléments qui fassent ressortir une tendance. Alors ensuite, il y avait un certain nombre de questions sur le modèle lui-même. Est-ce que vous souhaiteriez que ce modèle demande des comparaisons de performance avec d'autres organisations performantes ou d'autres secteurs ou de votre secteur? Ici, il y a une réponse qui est assez forte sur le oui, et en même temps, dans les commentaires, on voit la difficulté de pouvoir se comparer avec des entreprises de son secteur ou des organisations de son secteur, notamment dans l'accès aux données. Donc une volonté de se comparer, mais la mention de la difficulté d'avoir des données par rapport à des concurrents notamment. Ensuite, la question concernait la demande de fournir des tendances de performance sur plus d'une année. Donc oui, a priori, c'est une réalité que pour avoir une tendance remarquable, il faut qu'elle soit sur plus d'une année. Et donc, quel serait le recul avec lequel l'organisation devrait fournir ces tendances-là? Effectivement, vous voyez par rapport aux choix qui sont proposés entre 7 ans et 1 an, le plus massif des réponses se porte sur les 3 ans, avec là encore, comme tout à l'heure on l'avait vu, aussi une réponse qui inclut les 5 ans, donc sur un horizon stratégique à 3 ou 5 ans, qui permet aussi d'avoir des tendances que l'on peut comparer avec d'autres organisations. Alors sur le modèle lui-même, les questions portaient sur y a-t-il toujours une place pour le modèle d'excellence? Donc on se rassure avec la réponse qui est clairement oui. Sur les retours et donc l'intérêt, ce que les répondants de l'enquête apprécient particulièrement, ce sont tout d'abord le radar avec son approche logique
et puis l'approche holistique du modèle qui prend en compte l'ensemble des parties prenantes et qui s'attache à l'ensemble des services de l'entreprise pour aligner les pratiques managériales avec la mission et la vision de l'entreprise. Sur la question qui était de avez-vous des éléments frustrants ou irritants au sujet du modèle, pardon. Ici, on trouve deux types de réponses. Effectivement, une première type de réponse avec, en termes d'image, de connaissance et de largeur d'utilisation du modèle. Donc ici, on a des entreprises qui disent, ou des répondants en tout cas, qui disent que effectivement le modèle est intéressant, mais qu'il n'est pas assez connu. Et puis il y a un deuxième type de réponse qui le modèle n'est plus sexy. Donc il faudrait peut-être le revoir sous la forme, en tout cas une invitation à le rendre plus attractif. Sur des propositions de sujets à inclure, les sujets proposés par les répondants sont majoritairement sur le rôle du digital qui doit être mieux pris en compte dans le domaine, renforcer la prise en compte aussi de tout ce qui est RSE, durabilité, développement durable, et puis de mieux intégrer tout ce qui concerne l'agilité dans les méthodes d'amélioration de l'entreprise. Et enfin, donc, question sur les enjeux en matière de communication, de travailler sur la visibilité du modèle. Et donc, on peut dire que le SQM est attendu sur ces éléments. Un, pour rester attractif en termes de présentation et renforcer sûrement cette attractivité, et en même temps de conserver les bases et d'y inclure des tendances récentes. Alors, enfin, sur question sur le radar, la logique radar et publicité, et puis on voit ici il y a des bons niveaux de réponse sur à la fois le radar pour les facteurs et pour les résultats. La logique radar est globalement assez plébiscitée. Alors, pour vous laisser à la fin de cette intervention, on a regroupé ici tous les mots-clés sous forme d'un nuage de points qui sont issus de l'enquête, et vous voyez des mots qui apparaissent qui sont voilà, les mots-clés qui ressortent des verbatims de l'enquête avec des mots intéressants sur tout ce qui est assessment, management, excellence, process. Et comme le FQM a renforcé les résultats de cette enquête par une série d'interviews de dirigeants, et que ces dirigeants ont fait ressortir peut-être des tendances un peu plus marquées sur d'autres points, je vous propose aussi de revoir ce nuage de points qui correspond ici aux interviews qui ont été menées par des personnalités de l'EFQM auprès de dirigeants exclusivement. Et donc là, on retrouve certains points ou attentes qui sont un peu différentes et assez intéressantes, avec des notions sur tout ce qui est people, donc sur le personnel, sur les collaborateurs, sur le leadership aussi, mais aussi sur le changement, sur le challenge, sur les marchés, sur les clients et sur la globalité de nos organisations. Alors effectivement, ça nous permet de voir qu'il y a une attente d'évolution dans le modèle ESQM, tout en ayant un besoin de conforter les bases et de dire que le modèle correspond à des demandes. Et donc je vous ai résumé ici sur les deux derniers slides, et je vous laisserai avec ça, sur ces changements clés qui sont attendus parce que nous avons travaillé d'une certaine manière dans le passé, que peut-être il faut s'adapter pour le futur. Donc on parle de styles de leadership différents, on parle d'une manière de travail différente avec l'importance du changement qui est permanent et qui nous demande d'être plus agile, mais aussi de penser une approche différente sur les modes de relation avec le personnel d'une organisation, sur la diversité, et puis enfin sur tout ce qui est compétences, donc identifier au niveau d'une organisation la capacité à identifier des menaces et des opportunités telles que l'essor du digital pour évoluer dans nos organisations. Le fait aussi d'incarner plus de responsabilités, non pas dans l'absolu, mais vraiment dans la pratique de nos organisations, un engagement très pragmatique, le besoin de faire répartir l'innovation dans l'ensemble de l'ADN d'une organisation, et pas sur un seul département qui, par exemple, serait en charge de la R&D, et de savoir développer aussi une culture sur la co-création avec l'ensemble des parties prenantes, notamment avec les salariés ou avec les partenaires et les fournisseurs. Et donc ces éléments seront pris en compte dans le nouveau modèle. Voilà sur ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais m'adresser je vais essayer de regarder si vous avez émis des questions pour pouvoir y répondre.
Alors, j'essaie de reprendre les questions. Ah, attendez, j'agrandis l'onglet des questions. Alors, est-ce que les résultats de l'enquête seront accessibles et comment? Alors, tout d'abord, vous pourrez, enfin, j'enverrai à ceux qui sont présents euh, les slides de cette présentation, ce qui est un premier élément. Si vous souhaitez avoir le contenu global, les résultats de l'enquête, j'ai un document qui est celui de l'EFQM et qui est disponible. Donc, faites-moi une demande par mail et je vous envoie ce document qui est intéressant. Et donc, c'est ici que j'ai repris les principales conclusions. Alors ensuite, je vois une question sur le cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques. Donc c'est le CAF qui a eu un alignement à chaque fois sur les modèles de l'EFQM au niveau des différentes versions de l'EFQM. Donc la question est, est-ce que le CAF sera révisé sans délai à l'issue de la parution de l'EFQM 2020? Alors c'est un élément effectivement qui allait de soi, à savoir que le CAF était adapté et aligné avec le FQM 2020. C'est une question que j'ai posée à FQM, mais a priori, il n'y a pas dans la préparation de la version nouvelle de l'EFQM, du modèle EFQM, il n'y a pas une relation étroite qui s'est faite avec le CAF, et le CAF mène en parallèle une révision de son modèle, et je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous dire si le CAF 2020 sera totalement aligné comme ça l'était auparavant le cas avec la version 2013. Donc je vous invite éventuellement à me reposer la question après fin octobre pour qu'on puisse vous répondre sur ce point-là. Alors, j'ai une question qui est de savoir comment on peut quantifier les mégatrends, ces données d'entrée dans une revue. Donc j'imagine qu'ici vous parlez d'une revue, c'est-à-dire d'une auto-évaluation. Euh, je ne sais pas tout à fait répondre à cette question. Euh, on peut clairement se poser la question de comment ces mégatrends impactent une organisation. Maintenant, à savoir comment quantifier ces aspects-là, je ne suis pas exactement sûr. La personne qui pose ces questions, peut-être vous pourriez revenir vers moi, soit par email, soit par téléphone, pour que je puisse mieux comprendre vos questions et y répondre. Là aussi, sur les mégatrends, si vous souhaitez, pour ceux qui le veulent et qui n'avaient pas assisté au premier webinaire, je peux vous adresser les supports de mon premier webinaire, ce qui permettra peut-être de répondre à votre question. Alors j'ai une question sur le fait que les pouvoirs publics, est-ce qu'ils ont été sollicités dans le cadre de l'étude et est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les pouvoirs publics soient plus prescriptifs de ce modèle? Alors, l'enquête a été diffusée très largement. Comme vous avez vu, j'ai indiqué qu'il y avait dans les répondants une partie de répondants de la sphère publique de manière générale. Aujourd'hui, la performance des organisations publiques et des politiques publiques, c'est un élément effectivement, qui est tout à fait actuel. On entreprend un certain nombre de contacts pour présenter le nouveau modèle EFQM au niveau de l'AFNOR en France. Et oui, on essaiera d'aller s'adresser à la sphère publique. Il y a déjà des utilisateurs dans la sphère publique. Euh, Après, est-ce que le FQM sera plus prescrit? C'est une chose que l'on peut souhaiter. Et effectivement, j'ai quelques contacts avec certaines organisations de nature publique pour essayer d'utiliser ça. On peut citer le secteur, par exemple, des transports, où les autorités de transport en France, à l'image de ce qui se fait en Europe et notamment depuis des pratiques anglaises, où les autorités de transport utilisent le FQM et notamment la logique radar, à la fois pour structurer les réponses à des appels d'offres et pour évaluer la qualité des réponses aux appels d'offres dans le choix de tel ou tel prestataire qui peut prendre un contrat dans le domaine des transports publics, ferroviaires ou bus dans les villes. Encore à nouveau une question sur la disponibilité des premiers supports du premier webinaire. N'hésitez pas à m'envoyer un email. Là, vous avez sur l'écran mes coordonnées mail et téléphone. Donc, n'hésitez pas à les prendre.
De toute façon, je vous envoie à tous qui est en ligne en ce moment le support et n'hésitez pas à me redemander pour ceux qui le souhaitent la première version du modèle. Une question qui porte sur le fait que l'étude ait questionné l'apport des évaluateurs externes et l'importance du regard externe. Alors, d'une part, on peut répondre oui, il y a une partie des répondants à l'enquête qui étaient des évaluateurs et donc ce type de retour a été pris en compte. Dans l'équipe de la Core Team qui a travaillé sur l'élaboration de la nouvelle version du modèle UFQM, il y a une partie de gens, bien sûr, qui pratiquaient et qui étaient des évaluateurs. Et on peut dire que dans les éléments liés à la comparaison, on a montré dans l'enquête ici que l'importance du regard externe est important. C'est aussi la seule manière de pouvoir établir des notations reproductives et qui permettent d'établir des niveaux de reconnaissance de 3, de 4 et 5 étoiles. Et ce sont aussi les éléments qui permettent d'aller vers les prix, qu'ils soient des prix français ou européens. Et je sais par expérience que dans le cadre des évaluations, les regards extérieurs sont tout à fait importants et bien sentis, d'une part parce que le modèle EFQM est tout à fait holistique dans son approche sans avoir d'exigence. Non pas ici on se positionne contre tel ou tel référentiel de type ISO 9000 qui lui comporte des exigences, mais on n'est pas ici dans l'approche EFQM sur des exigences et donc effectivement le regard externe est important. C'est pour ça que le EFQM d'une part incite au benchmark pour aller voir d'autres pratiques que l'on peut comparer avec les pratiques de son organisation et l'EFQM incite à une évaluation pour effectivement être capable avec un regard critique de se situer par rapport à d'autres et de savoir ce que nous on considère en interne. Effectivement, est-ce que c'est vraiment un point fort ou est-ce que peut-être on pourrait aller un cran plus loin en termes d'ambition ou par rapport à des éléments qui sont pratiqués habituellement par les entreprises. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez besoin ou il vous reste quelques sujets peu clairs ou sur lesquels vous voulez des compléments, n'hésitez pas à me recontacter par téléphone ou par email. Et puis, bien sûr, je vous donne rendez-vous pour les deux autres webinaires. Nous avons un échange planifié le 16 octobre avec Stéphane Verdoux, qui intervient régulièrement pour AFNOR et qui pratique donc le FQM auprès de différentes entreprises et qui a participé dans la core team de l'EFQM pour élaborer cette nouvelle version 2020 de la version du modèle EFQM. Et donc, on aura un échange avec Stéphane qui nous partagera un petit peu en avant-première la nature des échanges et comment le travail a été mené pour adapter le modèle EFQM dans sa nouvelle version. Et puis ensuite, on aura une autre webconférence juste après la diffusion par le FQM du nouveau modèle qui sera nouveau donc dans sa forme et dans le fond pour vous inciter à comprendre et à connaître ce modèle FQM. Et au niveau d'AFNOR, on est en train de finaliser en tant que partenaire français de l'EFQM tout un programme de présentation du nouveau modèle en région que nous allons faire avec les délégations à AFNOR et avec certains de nos partenaires, je pense notamment à la FQP, qui permettra plus largement de vous informer sur le nouveau modèle EFQM et aussi peut-être de donner la place à des exemples d'entreprises qui aujourd'hui utilisent le FQM, qui en tirent des bénéfices et d'ainsi montrer à tous que au-delà de la nouvelle version, on est avec un outil qui permet d'accompagner la recherche de la performance et à la fois de se préparer pour les transformations qui sont nécessaires pour faire face aux enjeux de demain. Et on est tout à fait dans le cadre de l'EFQM. Voilà, il est 12h12. Je vais clôturer ce webinaire ici et vous donner donc rendez-vous le 16 octobre pour notre prochaine séance d'information. Et n'hésitez pas d'ici là, soit à télécharger le modèle EFQM qui reste disponible dans sa version 2013 sur le lien que je vous ai indiqué, ou suivre les communications que nous faisons sur le site AFNOR et notamment dans les médias tels que LinkedIn, régulièrement un petit peu au jour le jour. Voilà, merci à tous. Je mets fin à ce webinaire et donc rendez-vous à la prochaine fois.